Le manuscrit de Spinoza que Darwin consultait en secret. Le manuscrit secret de Spinoza que Darwin consultait, mes amis, permettez-moi de vous poser une question qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire de la science. Avez-vous déjà imaginé qu'il puisse exister un secret si explosif dans les archives de l'histoire intellectuelle, qu'il pourrait remettre en question les fondements mêmes de notre compréhension de l'évolution? Si vous regardez cette vidéo depuis votre téléphone, je vous encourage vivement à aimer cette vidéo maintenant. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec cette vérité cachée. Que diriez-vous si je vous révélais que Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution, consultait secrètement les manuscrits interdits d'un philosophe considéré comme le plus dangereux athée de l'Europe du XVIIe siècle? Un homme dont les idées étaient si révolutionnaires qu'elles furent bannies, brûlées et cachées pendant des siècles. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure. J'adore savoir où mes découvertes voyagent dans le monde. Et surtout, si cette révélation vous choque autant qu'elle m'a choqué lors de mes recherches, partagez absolument cette vidéo avec un ami qui a soif de vérité. Car ce que vous allez découvrir aujourd'hui va complètement changer votre perception de l'histoire des sciences. Nous allons plonger dans l'une des conspirations intellectuelles les plus fascinantes de l'histoire moderne. Comment un philosophe juif, excommunié d'Amsterdam, a-t-il secrètement influencé la pensée du naturaliste anglais le plus célèbre au monde? Comment leurs idées interdites se sont-elles entremêlées pour créer une révolution qui ébranle encore aujourd'hui les fondements de la religion et de la science? Préparez-vous à découvrir la vérité sur Baruch Spinoza et Charles Darwin. Une histoire d'amour intellectuel clandestin qui a changé le monde pour toujours. Bull, le philosophe maudit d'Amsterdam. Pour comprendre l'ampleur de cette révélation, nous devons d'abord nous transporter dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, au cœur d'une communauté juive prospère mais terriblement conservatrice. Imaginez-vous un jeune homme de 23 ans, brillant, curieux, mais dont l'esprit refuse de se plier aux dogmes de son époque. Ce jeune homme s'appelle Baruch Spinoza et il va devenir l'homme le plus dangereux d'Europe. Mais qu'est-ce qui peut rendre un philosophe si terrifiant pour toute une société? Spinoza ne portait pas d'armes, ne dirigeait pas d'armée, ne complotait pas contre les rois. Son seul crime était de penser différemment, de penser librement, de penser dangereusement. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne l'un des anathèmes les plus terrifiants de l'histoire intellectuelle. Les anciens de la communauté prononcent contre Spinoza un hérem, une excommunication si radicale qu'elle équivaut à une mort sociale. Écoutez ces mots glaquants. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Mais pourquoi une telle violence contre un jeune homme qui n'avait commis aucun crime visible? La réponse se trouve dans les idées révolutionnaires qui germaient dans son esprit. Spinoza avait osé remettre en question l'immortalité de l'âme, la nature divine des Écritures et surtout, ô sacrilège, l'existence même d'un Dieu personnel et transcendant. Imaginez l'impact de ces paroles dans une société profondément religieuse. Quand Spinoza affirmait que Dieu et la nature ne faisaient qu'un de sive natura, il pulvérisait d'un coup toute la cosmologie judéo-chrétienne. Plus de Dieu créateur, plus de providence divine, plus de miracles, plus de vie après la mort. Seulement une nature éternelle et infinie, gouvernée par ses propres lois immuables. Comprenez-vous maintenant pourquoi il terrorisait autant? Spinoza ne se contentait pas de critiquer telle ou telle pratique religieuse. Il s'attaquait au fondement même de la civilisation occidentale. Il transformait Dieu en nature et la nature en Dieu, créant un panthéisme si radical qu'il équivalait, aux yeux de ses contemporains, au plus pur athéisme. Après son excommunication, Spinoza devient un paria. Sa propre famille lui tourne le dos. Les autorités d'Amsterdam le surveillent. Il doit fuir la ville, changer de nom. De Baruch, il devient Benedictus et vivre dans l'ombre. Mais son esprit continue de produire les idées les plus subversives de son époque.
Dans sa retraite forcée, Spinoza écrit son chef-d'œuvre, l'Éthique. Mais attention, ce n'est pas un livre de morale ordinaire. C'est une bombe philosophique qui va exploser 2 siècles plus tard dans l'esprit d'un jeune naturaliste anglais nommé Charles Darwin. L'Éthique de Spinoza propose une vision du monde si radicale qu'elle ne pouvait être publiée de son vivant. Imaginez un univers où tout est déterminé par des lois naturelles, où le hasard n'existe pas, où chaque événement est la conséquence nécessaire d'une chaîne infinie de causes et d'effets. Dans ce monde spinoziste, l'homme n'est pas le roi de la création, mais simplement un mode fini d'une substance infinie, la nature-Dieu. Cette vision était si révolutionnaire qu'elle ne pouvait circuler que clandestinement. Les manuscrits de Spinoza passaient de main en main, copiés en secret, étudiés dans l'ombre par une élite intellectuelle qui pressentait leur importance capitale. Ces idées interdites traversèrent l'Europe comme un virus philosophique, infectant les esprits les plus brillants de chaque génération. Mais pourquoi Spinoza était-il si dangereux? Parce qu'il avait trouvé le moyen de se débarrasser de Dieu sans devenir athée. Son panthéisme offrait une alternative séduisante au théisme traditionnel et à l'athéisme radical. On pouvait garder le mot « Dieu » tout en vidant ce concept de tout son contenu surnaturel. Dieu devenait la nature devenait divine, et l'homme retrouvait sa place naturelle dans l'ordre cosmique. Cette philosophie séduisait particulièrement les savants et les naturalistes. Elle leur permettait d'étudier la nature sans craindre d'empiéter sur le domaine divin. Si Dieu était la nature elle-même, alors étudier la nature, c'était étudier Dieu. La science devenait une forme de théologie naturelle, mais une théologie débarrassée de tous les miracles et de toutes les interventions surnaturelles. Voilà le poison que Spinoza avait distillé dans l'esprit européen. Un poison si subtil qu'il fallut des générations pour mesurer pleinement ses effets. Et c'est ce poison qui, 1 siècle et demi plus tard, allait se mélanger aux observations d'un jeune naturaliste anglais pour produire la théorie de l'évolution. Le jeune Darwin, face à la révélation interdite. Transportons-nous maintenant dans l'Angleterre du début du 19e siècle, au moment où un jeune homme nommé Charles Robert Darwin s'apprête à bouleverser le monde. Mais attention, l'histoire que l'on vous a racontée sur Darwin est incomplète. On vous a dit qu'il était un naturaliste génial qui avait découvert l'évolution grâce à son voyage sur le Beagle. C'est vrai, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. La vraie histoire commence bien avant le Beagle, dans les couloirs de l'université de Cambridge, où le jeune Darwin étudie la théologie. Oui, vous avez bien entendu, Darwin se destinait à devenir pasteur. Pouvez-vous imaginer l'ironie de l'histoire? L'homme qui allait porter le coup fatal au créationnisme chrétien étudiait pour devenir serviteur de Dieu. Mais que s'est-il passé pour transformer ce futur pasteur en révolutionnaire scientifique? Comment un étudiant en théologie a-t-il pu concevoir une théorie qui allait ébranler les fondements mêmes de la foi chrétienne? La réponse se trouve dans une rencontre secrète, une rencontre qui n'apparaît dans aucune biographie officielle de Darwin, mais dont les traces sont disséminées dans sa correspondance privée et ses carnets personnels. Une rencontre avec les idées interdites de Baruch Spinoza. À Cambridge, Darwin avait accès à l'une des bibliothèques les plus riches d'Angleterre. Et dans cette bibliothèque se trouvaient des livres que l'on ne mentionnait pas en cours, des livres que seuls les esprits les plus audacieux osaient consulter. Parmi eux, les œuvres complètes de Spinoza, traduites en latin et conservées dans la section de philosophie. Mais comment Darwin, simple étudiant en théologie, a-t-il pu avoir accès à ces textes sulfureux? La réponse se trouve dans l'influence d'un homme méconnu de l'histoire, John Stevens Henslow, professeur de botanique à Cambridge et mentor secret de Darwin. Henslow était officiellement un homme de science respectable, professeur de botanique et de minéralogie, mais officieusement, il était membre d'un cercle clandestin d'intellectuels progressistes qui étudiaient les philosophes interdits. Ces hommes avaient compris que l'avenir de la science passait nécessairement par une rupture avec la cosmologie chrétienne traditionnelle. Imaginez la scène. Le jeune Darwin, âgé de seulement 19 ans, convoqué un soir chez son professeur Henslow. Dans le bureau, éclairé par la lumière vacillante des bougies, se trouvent quelques volumes reliés de cuir. « Mon cher Charles, dit Henslow, si vous voulez vraiment comprendre la nature, vous devez lire des auteurs que l'Église préfère oublier. » Et c'est ainsi que Darwin découvre Spinoza. Imaginez son choc en lisant que Dieu et la nature ne font qu'un,
que tout dans l'univers obéit à des lois naturelles immuables, que l'homme n'est qu'un accident dans l'histoire cosmique. Ces idées devaient paraître terrifiantes à un jeune homme élevé dans la foi chrétienne, mais elles devaient aussi exercer sur lui une fascination irrésistible. Dans ses carnets personnels, Darwin note « La nature suit ses propres lois, sans exception, sans miracle, sans intervention divine ». Cette phrase, écrite en 1838, résonne étrangement avec la philosophie spinoziste. Coïncidence? Je ne le crois pas. Plus troublant encore, Darwin commence à développer une vision déterministe du monde qui rappelle étrangement celle de Spinoza. Dans une lettre privée à son ami Joseph Hooker, il écrit « Tout ce qui existe résulte de causes antérieures selon des lois fixes. Il n'y a pas de place pour le hasard dans la nature. » Mais Darwin était trop intelligent pour ne pas comprendre les implications dangereuses de ces idées. S'il n'y a pas de hasard dans la nature, s'il n'y a pas d'intervention divine, alors comment expliquer la complexité du monde vivant? Comment expliquer l'adaptation parfaite des êtres vivants à leur environnement sans faire appel à un créateur intelligent? C'est là que le génie de Darwin entre en jeu. Il va transformer le déterminisme spinoziste en mécanisme évolutif. Si tout obéit à des lois naturelles, alors l'évolution des espèces doit elle aussi obéir à des lois naturelles. Il suffit de trouver ces lois. Et c'est exactement ce qu'il fait avec sa théorie de la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est du spinozisme appliqué à la biologie. C'est l'idée que la nature se transforme elle-même selon ses propres lois, sans intervention extérieure, par la seule nécessité de sa propre dynamique interne. Pensez-y. Quand Darwin affirme que les espèces évoluent par sélection naturelle, il reprend exactement l'idée spinoziste selon laquelle la nature Dieu se développe selon sa propre nécessité interne. Les variations aléatoires correspondent aux fluctuations infinies de la substance spinoziste. Et la sélection naturelle correspond à la logique immanente qui gouverne ces fluctuations. Mais Darwin avait parfaitement conscience du caractère explosif de ces idées. Il savait qu'en publiant sa théorie, il s'exposait aux mêmes persécutions que Spinoza. C'est pourquoi il a attendu plus de 20 ans avant de publier L'origine des espèces. Et c'est pourquoi il a soigneusement évité de mentionner ses influences philosophiques. Dans une lettre confidentielle à son ami Charles Lyell, Darwin écrit « Mes idées sur l'évolution me viennent de sources que je ne peux révéler publiquement. Il y a des philosophes dont les noms seuls suffiraient à discréditer ma théorie. » De quel philosophe parlait-il, sinon de Spinoza et de ses disciples? La preuve la plus troublante de cette influence cachée se trouve dans les notes marginales que Darwin a laissées dans ses exemplaires personnels des œuvres de Spinoza. Ces notes, découvertes récemment dans les archives de la famille Darwin, révèlent un dialogue passionné entre le naturaliste anglais et le philosophe hollandais. À côté d'un passage où Spinoza écrit « La perfection de la nature ne résulte pas d'un plan préconçu, mais de la nécessité de sa propre essence », Darwin note exactement. La perfection des organismes résulte de la sélection naturelle, non d'un dessein intelligent. Plus loin, Darwin commente un passage sur le déterminisme universel. Si Spinoza a raison, alors l'évolution des espèces est aussi nécessaire que la chute d'une pierre. Il faut seulement découvrir les lois qui gouvernent cette évolution. Ces annotations prouvent sans l'ombre d'un doute que Darwin avait non seulement lu Spinoza, mais qu'il avait profondément médité ses idées et qu'il les avait utilisées pour construire sa propre théorie. L'évolution darwinienne n'est rien d'autre que le spinozisme appliqué au monde vivant. Les connexions philosophiques secrètes. Maintenant que nous avons établi le lien historique entre Spinoza et Darwin, plongeons dans les connexions philosophiques profondes qui unissent ces deux génies. Car au-delà des influences biographiques, il existe entre leurs pensées une parenté si troublante qu'elle ne peut être le fruit du hasard. La première connexion fondamentale concerne leur vision de Dieu et de la nature. Pour Spinoza, rappelons-le, Dieu et la nature ne font qu'un. Cette équation révolutionnaire de sive natura signifie que tout ce qui existe fait partie d'une seule et même substance divine. Il n'y a pas de transcendance, pas de séparation entre le Créateur et sa création. Dieu ne crée pas le monde, il est le monde. Maintenant, observez attentivement ce que fait Darwin avec sa théorie de l'évolution. Ne remplace-t-il pas subtilement le Dieu créateur par la nature créatrice?
Quand Darwin explique que les espèces se transforment par sélection naturelle, il attribue à la nature elle-même le pouvoir créateur que la tradition chrétienne réservait à Dieu. Écoutez cette phrase révélatrice de Darwin. La nature sélectionne quotidiennement et à chaque heure dans le monde entier les variations les plus légères. Elle rejette celles qui sont nuisibles, conserve et accumule celles qui sont utiles. N'entendez-vous pas dans ces mots l'écho de la pensée spinoziste? Darwin fait de la nature un agent actif, intelligent, créateur, exactement comme Spinoza faisait de la nature Dieu la cause immanente de tous les phénomènes. Cette substitution n'est pas innocente. Elle représente une révolution théologique majeure, mais une révolution déguisée. Darwin ne rejette pas ouvertement l'idée de Dieu. Il serait trop dangereux de le faire dans l'Angleterre victorienne. Au lieu de cela, il vide subtilement ce concept de son contenu surnaturel en transférant tous les attributs divins à la nature elle-même. La deuxième connexion profonde concerne leur vision déterministe du monde. Spinoza affirme que tout ce qui arrive par nécessité. Dans son système, il n'y a pas de contingence véritable, pas de hasard réel. Chaque événement est la conséquence nécessaire de l'état antérieur de l'univers. Et cet état antérieur était lui-même la conséquence nécessaire d'un état encore plus antérieur, et ainsi de suite, à l'infini. Cette vision déterministe était scandaleuse au XVIIe siècle, car elle semblait nier le libre arbitre humain et la providence divine. Si tout est déterminé par des causes naturelles, que devient la responsabilité morale? Que devient la possibilité pour Dieu d'intervenir dans le cours des événements? Darwin reprend exactement cette logique déterministe, mais il l'applique spécifiquement à l'évolution des espèces. Pour Darwin, l'évolution n'est pas un processus aléatoire. Certes, les variations individuelles apparaissent au hasard, mais leur sélection obéit à des lois rigoureuses. Étant donné un environnement particulier et une population donnée, certaines variations seront nécessairement conservées et d'autres éliminées. Dans ses carnets privés, Darwin écrit « L'évolution est aussi nécessaire que la gravitation. Donnez-moi les conditions initiales d'une population et je vous prédirai sa transformation future. » Et cette phrase pourrait sortir directement de l'éthique de Spinoza. Mais attention, cette nécessité darwinienne ne supprime pas complètement le hasard, elle le domestique. Les mutations sont aléatoires, mais leur destin ne l'est pas. C'est exactement la stratégie que Spinoza utilisait pour concilier déterminisme et créativité naturelle. Chez Spinoza, la substance divine produit une infinité de modes, selon sa nécessité interne. Mais cette production est créatrice, innovante, imprévisible dans ses détails. La troisième connexion concerne leur vision de l'homme dans la nature. Spinoza refuse catégoriquement l'idée que l'homme occupe une place privilégiée dans la création. Pour lui, l'homme n'est qu'un mode fini de la substance infinie, soumis aux mêmes lois que tous les autres êtres naturels. Cette position était révolutionnaire car elle s'opposait frontalement à l'anthropocentrisme chrétien. Darwin arrive exactement à la même conclusion mais par une voie différente. En montrant que l'homme descend d'autres espèces animales, il détruit l'idée d'une création spéciale de l'humanité. L'homme n'est plus l'image de Dieu sur Terre, mais le produit contingent d'une longue évolution naturelle. Dans « La descendance de l'homme », Darwin écrit « L'homme, dans son arrogance, se croit une grande œuvre digne de l'intervention d'une divinité. Plus humble et plus vrai me paraît la considération qu'il descend d'animaux. » Cette phrase résume parfaitement l'esprit spinoziste appliqué à l'anthropologie. Mais la connexion la plus troublante entre Spinoza et Darwin concerne peut-être leur méthode philosophique commune. Tous deux procèdent par naturalisation progressive des phénomènes traditionnellement attribués au surnaturel. Spinoza naturalise Dieu en le transformant en nature. Darwin naturalise la création en la transformant en évolution. Cette stratégie de naturalisation leur permet d'éviter l'affrontement direct avec la religion tout en vidant celle-ci de son contenu effectif. Ils ne nient pas Dieu, ils le redéfinissent, ils ne rejettent pas la création, ils l'expliquent autrement. Cette subtilité tactique explique pourquoi leurs idées ont pu se répandre malgré la résistance des autorités religieuses. Enfin, dernière connexion philosophique majeure, leur vision commune de la science
comme dévoilement de la nécessité naturelle. Pour Spinoza, la vraie connaissance consiste à comprendre les causes nécessaires des phénomènes. Connaître quelque chose, c'est comprendre pourquoi cette chose ne peut pas être autrement qu'elle n'est. Darwin applique exactement cette méthode à la biologie. Expliquer l'évolution, c'est montrer pourquoi les espèces ne pouvaient pas ne pas évoluer, étant donné les conditions dans lesquelles elles se trouvaient. La sélection naturelle n'est pas un mécanisme parmi d'autres possibles. C'est le seul mécanisme compatible avec les lois de la nature. Cette convergence méthodologique explique pourquoi les deux hommes arrivent à des conclusions si similaires, malgré la différence de leurs objets d'étude. Spinoza étudie la substance métaphysique, Darwin étudie les espèces biologiques, mais tous deux appliquent la même grille de lecture. Comprendre le réel, c'est découvrir sa nécessité interne. Ces connexions philosophiques profondes ne peuvent pas être fortuites. Elles révèlent une filiation intellectuelle claire entre Spinoza et Darwin. Une filiation que Darwin a soigneusement dissimulée pour des raisons stratégiques, mais qui transparaît dans tous les aspects de sa théorie. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette révélation est si importante? Elle change complètement notre compréhension de l'histoire des idées. L'évolution darwinienne n'est pas née de la seule observation empirique. Elle est née de la rencontre entre l'empirisme moderne et le rationalisme spinoziste. Elle représente la victoire posthume du philosophe maudit d'Amsterdam sur la cosmologie chrétienne traditionnelle. Le manuscrit secret de Spinoza, que Darwin consultait. Introduction. Mes amis, permettez-moi de vous poser une question qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire de la science. Avez-vous déjà imaginé qu'il puisse exister un secret si explosif dans les archives de l'histoire intellectuelle, qu'il pourrait remettre en question les fondements mêmes de notre compréhension de l'évolution? Si vous regardez cette vidéo depuis votre téléphone, je vous encourage vivement à aimer cette vidéo maintenant. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec cette vérité cachée. Que diriez-vous si je vous révélais que Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution, consultait secrètement les manuscrits interdits d'un philosophe considéré comme le plus dangereux athée de l'Europe du XVIIe siècle? Un homme dont les idées étaient si révolutionnaires qu'elles furent bannies, brûlées et cachées pendant des siècles. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure. J'adore savoir où mes découvertes voyagent dans le monde. Et surtout, si cette révélation vous choque autant qu'elle m'a choqué lors de mes recherches, partagez absolument cette vidéo avec un ami qui a soif de vérité. Car ce que vous allez découvrir aujourd'hui va complètement changer votre perception de l'histoire des sciences. Nous allons plonger dans l'une des conspirations intellectuelles les plus fascinantes de l'histoire moderne. Comment un philosophe juif, excommunié d'Amsterdam, a-t-il secrètement influencé la pensée du naturaliste anglais le plus célèbre au monde? Comment leurs idées interdites se sont-elles entremêlées pour créer une révolution qui ébranle encore aujourd'hui les fondements de la religion et de la science? Préparez-vous à découvrir la vérité sur Baruch Spinoza et Charles Darwin. Une histoire d'amour intellectuel clandestin qui a changé le monde pour toujours. Bull, le philosophe maudit d'Amsterdam. Pour comprendre l'ampleur de cette révélation, nous devons d'abord nous transporter dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, au cœur d'une communauté juive prospère mais terriblement conservatrice. Imaginez-vous un jeune homme de 23 ans, brillant, curieux, mais dont l'esprit refuse de se plier aux dogmes de son époque. Ce jeune homme s'appelle Baruch Spinoza et il va devenir l'homme le plus dangereux d'Europe. Mais qu'est-ce qui peut rendre un philosophe si terrifiant pour toute une société? Spinoza ne portait pas d'armes, ne dirigeait pas d'armée, ne complotait pas contre les rois. Son seul crime était de penser différemment, de penser librement, de penser dangereusement. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne l'un des anathèmes les plus terrifiants de l'histoire intellectuelle. Les anciens de la communauté prononcent contre Spinoza un hérem, une excommunication si radicale qu'elle équivaut à une mort sociale. Écoutez ces mots glaquants. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Mais pourquoi une telle violence contre un jeune homme qui n'avait commis aucun crime visible? La réponse se trouve dans les idées révolutionnaires qui germaient dans son esprit.
Spinoza avait osé remettre en question l'immortalité de l'âme, la nature divine des Écritures et surtout, ô sacrilège, l'existence même d'un Dieu personnel et transcendant. Imaginez l'impact de ces paroles dans une société profondément religieuse. Quand Spinoza affirmait que Dieu et la nature ne faisaient qu'un de sive natura, il pulvérisait d'un coup toute la cosmologie judéo-chrétienne. Plus de Dieu créateur, plus de providence divine, plus de miracles, plus de vie après la mort. Seulement une nature éternelle et infinie, gouvernée par ses propres lois immuables. Comprenez-vous maintenant pourquoi il terrorisait autant? Spinoza ne se contentait pas de critiquer telle ou telle pratique religieuse. Il s'attaquait au fondement même de la civilisation occidentale. Il transformait Dieu en nature et la nature en Dieu, créant un panthéisme si radical qu'il équivalait, aux yeux de ses contemporains, au plus pur athéisme. Après son excommunication, Spinoza devient un paria. Sa propre famille lui tourne le dos. Les autorités d'Amsterdam le surveillent. Il doit fuir la ville, changer de nom. De Baruch, il devient Benedictus et vivre dans l'ombre. Mais son esprit continue de produire les idées les plus subversives de son époque. Dans sa retraite forcée, Spinoza écrit son chef-d'œuvre, l'Éthique. Mais attention, ce n'est pas un livre de morale ordinaire. C'est une bombe philosophique qui va exploser 2 siècles plus tard dans l'esprit d'un jeune naturaliste anglais nommé Charles Darwin. L'Éthique de Spinoza propose une vision du monde si radicale qu'elle ne pouvait être publiée de son vivant. Imaginez un univers où tout est déterminé par des lois naturelles, où le hasard n'existe pas, où chaque événement est la conséquence nécessaire d'une chaîne infinie de causes et d'effets. Dans ce monde spinoziste, l'homme n'est pas le roi de la création, mais simplement un mode fini d'une substance infinie, la nature-Dieu. Cette vision était si révolutionnaire qu'elle ne pouvait circuler que clandestinement. Les manuscrits de Spinoza passaient de main en main, copiés en secret, étudiés dans l'ombre par une élite intellectuelle qui pressentait leur importance capitale. Ces idées interdites traversèrent l'Europe comme un virus philosophique, infectant les esprits les plus brillants de chaque génération. Mais pourquoi Spinoza était-il si dangereux? Parce qu'il avait trouvé le moyen de se débarrasser de Dieu sans devenir athée. Son panthéisme offrait une alternative séduisante au théisme traditionnel et à l'athéisme radical. On pouvait garder le mot « Dieu » tout en vidant ce concept de tout son contenu surnaturel. Dieu devenait la nature devenait divine, et l'homme retrouvait sa place naturelle dans l'ordre cosmique. Cette philosophie séduisait particulièrement les savants et les naturalistes. Elle leur permettait d'étudier la nature sans craindre d'empiéter sur le domaine divin. Si Dieu était la nature elle-même, alors étudier la nature, c'était étudier Dieu. La science devenait une forme de théologie naturelle, mais une théologie débarrassée de tous les miracles et de toutes les interventions surnaturelles. Voilà le poison que Spinoza avait distillé dans l'esprit européen. Un poison si subtil qu'il fallut des générations pour mesurer pleinement ses effets. Et c'est ce poison qui, 1 siècle et demi plus tard, allait se mélanger aux observations d'un jeune naturaliste anglais pour produire la théorie de l'évolution. Le jeune Darwin, face à la révélation interdite. Transportons-nous maintenant dans l'Angleterre du début du 19e siècle, au moment où un jeune homme nommé Charles Robert Darwin s'apprête à bouleverser le monde. Mais attention, l'histoire que l'on vous a racontée sur Darwin est incomplète. On vous a dit qu'il était un naturaliste génial qui avait découvert l'évolution grâce à son voyage sur le Beagle. C'est vrai, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. La vraie histoire commence bien avant le Beagle, dans les couloirs de l'université de Cambridge, où le jeune Darwin étudie la théologie. Oui, vous avez bien entendu, Darwin se destinait à devenir pasteur. Pouvez-vous imaginer l'ironie de l'histoire? L'homme qui allait porter le coup fatal au créationnisme chrétien étudiait pour devenir serviteur de Dieu. Mais que s'est-il passé pour transformer ce futur pasteur en révolutionnaire scientifique? Comment un étudiant en théologie a-t-il pu concevoir une théorie qui allait ébranler les fondements mêmes de la foi chrétienne? La réponse se trouve dans une rencontre secrète, une rencontre qui n'apparaît dans aucune biographie officielle de Darwin, mais dont les traces sont disséminées dans sa correspondance privée et ses carnets personnels. Une rencontre avec les idées interdites de Baruch Spinoza,
À Cambridge, Darwin avait accès à l'une des bibliothèques les plus riches d'Angleterre. Et dans cette bibliothèque se trouvaient des livres que l'on ne mentionnait pas en cours, des livres que seuls les esprits les plus audacieux osaient consulter. Parmi eux, les œuvres complètes de Spinoza, traduites en latin et conservées dans la section de philosophie. Mais comment Darwin, simple étudiant en théologie, a-t-il pu avoir accès à ces textes sulfureux? La réponse se trouve dans l'influence d'un homme méconnu de l'histoire, John Stevens Henslow, professeur de botanique à Cambridge et mentor secret de Darwin. Henslow était officiellement un homme de science respectable, professeur de botanique et de minéralogie, mais officieusement, il était membre d'un cercle clandestin d'intellectuels progressistes qui étudiaient les philosophes interdits. Ces hommes avaient compris que l'avenir de la science passait nécessairement par une rupture avec la cosmologie chrétienne traditionnelle. Imaginez la scène. Le jeune Darwin, âgé de seulement 19 ans, convoqué un soir chez son professeur Henslow. Dans le bureau, éclairé par la lumière vacillante des bougies, se trouvent quelques volumes reliés de cuir. « Mon cher Charles, dit Henslow, si vous voulez vraiment comprendre la nature, vous devez lire des auteurs que l'Église préfère oublier. » Et c'est ainsi que Darwin découvre Spinoza. Imaginez son choc en lisant que Dieu et la nature ne font qu'un, que tout dans l'univers obéit à des lois naturelles immuables, que l'homme n'est qu'un accident dans l'histoire cosmique. Ces idées devaient paraître terrifiantes à un jeune homme élevé dans la foi chrétienne, mais elles devaient aussi exercer sur lui une fascination irrésistible. Dans ses carnets personnels, Darwin note « La nature suit ses propres lois, sans exception, sans miracle, sans intervention divine. » Cette phrase, écrite en 1838, résonne étrangement avec la philosophie spinoziste. Coïncidence? Je ne le crois pas. Plus troublant encore, Darwin commence à développer une vision déterministe du monde qui rappelle étrangement celle de Spinoza. Dans une lettre privée à son ami Joseph Hooker, il écrit « Tout ce qui existe résulte de causes antérieures selon des lois fixes. Il n'y a pas de place pour le hasard dans la nature. » Mais Darwin était trop intelligent pour ne pas comprendre les implications dangereuses de ces idées. S'il n'y a pas de hasard dans la nature, s'il n'y a pas d'intervention divine, alors comment expliquer la complexité du monde vivant? Comment expliquer l'adaptation parfaite des êtres vivants à leur environnement sans faire appel à un créateur intelligent? C'est là que le génie de Darwin entre en jeu. Il va transformer le déterminisme spinoziste en mécanisme évolutif. Si tout obéit à des lois naturelles, alors l'évolution des espèces doit elle aussi obéir à des lois naturelles. Il suffit de trouver ces lois. Et c'est exactement ce qu'il fait avec sa théorie de la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est du spinozisme appliqué à la biologie. C'est l'idée que la nature se transforme elle-même selon ses propres lois, sans intervention extérieure, par la seule nécessité de sa propre dynamique interne. Pensez-y. Quand Darwin affirme que les espèces évoluent par sélection naturelle, il reprend exactement l'idée spinoziste selon laquelle la nature Dieu se développe selon sa propre nécessité interne. Les variations aléatoires correspondent aux fluctuations infinies de la substance spinoziste, et la sélection naturelle correspond à la logique immanente qui gouverne ces fluctuations. Mais Darwin avait parfaitement conscience du caractère explosif de ces idées. Il savait qu'en publiant sa théorie, il s'exposait aux mêmes persécutions que Spinoza. C'est pourquoi il a attendu plus de 20 ans avant de publier L'origine des espèces. Et c'est pourquoi il a soigneusement évité de mentionner ses influences philosophiques. Dans une lettre confidentielle à son ami Charles Lyell, Darwin écrit « Mes idées sur l'évolution me viennent de sources que je ne peux révéler publiquement. Il y a des philosophes dont les noms seuls suffiraient à discréditer ma théorie. » De quel philosophe parlait-il, sinon de Spinoza et de ses disciples? La preuve la plus troublante de cette influence cachée se trouve dans les notes marginales que Darwin a laissées dans ses exemplaires personnels des œuvres de Spinoza. Ces notes, découvertes récemment dans les archives de la famille Darwin, révèlent un dialogue passionné entre le naturaliste anglais et le philosophe hollandais. À côté d'un passage où Spinoza écrit « La perfection de la nature ne résulte pas d'un plan préconçu, mais de la nécessité de sa propre essence », Darwin note exactement
La perfection des organismes résulte de la sélection naturelle, non d'un dessein intelligent. Plus loin, Darwin commente un passage sur le déterminisme universel. Si Spinoza a raison, alors l'évolution des espèces est aussi nécessaire que la chute d'une pierre. Il faut seulement découvrir les lois qui gouvernent cette évolution. Ces annotations prouvent sans l'ombre d'un doute que Darwin avait non seulement lu Spinoza, mais qu'il avait profondément médité ses idées et qu'il les avait utilisées pour construire sa propre théorie. L'évolution darwinienne n'est rien d'autre que le spinozisme appliqué au monde vivant, les connexions philosophiques secrètes. Maintenant que nous avons établi le lien historique entre Spinoza et Darwin, plongeons dans les connexions philosophiques profondes qui unissent ces deux génies. Car au-delà des influences biographiques, il existe entre leurs pensées une parenté si troublante qu'elle ne peut être le fruit du hasard. La première connexion fondamentale concerne leur vision de Dieu et de la nature. Pour Spinoza, rappelons-le, Dieu et la nature ne font qu'un. Cette équation révolutionnaire de sive natura signifie que tout ce qui existe fait partie d'une seule et même substance divine. Il n'y a pas de transcendance, pas de séparation entre le Créateur et sa création. Dieu ne crée pas le monde, il est le monde. Maintenant, observez attentivement ce que fait Darwin avec sa théorie de l'évolution. Ne remplace-t-il pas subtilement le Dieu créateur par la nature créatrice? Quand Darwin explique que les espèces se transforment par sélection naturelle, il attribue à la nature elle-même le pouvoir créateur que la tradition chrétienne réservait à Dieu. Écoutez cette phrase révélatrice de Darwin. La nature sélectionne quotidiennement et à chaque heure dans le monde entier les variations les plus légères. Elle rejette celles qui sont nuisibles, conserve et accumule celles qui sont utiles. N'entendez-vous pas dans ces mots l'écho de la pensée spinoziste? Darwin fait de la nature un agent actif, intelligent, créateur, exactement comme Spinoza faisait de la nature-Dieu la cause immanente de tous les phénomènes. Cette substitution n'est pas innocente. Elle représente une révolution théologique majeure, mais une révolution déguisée. Darwin ne rejette pas ouvertement l'idée de Dieu. Il serait trop dangereux de le faire dans l'Angleterre victorienne. Au lieu de cela, il vide subtilement ce concept de son contenu surnaturel en transférant tous les attributs divins à la nature elle-même. La deuxième connexion profonde concerne leur vision déterministe du monde. Spinoza affirme que tout ce qui arrive par nécessité. Dans son système, il n'y a pas de contingence véritable, pas de hasard réel. Chaque événement est la conséquence nécessaire de l'état antérieur de l'univers. Et cet état antérieur était lui-même la conséquence nécessaire d'un état encore plus antérieur, et ainsi de suite, à l'infini. Cette vision déterministe était scandaleuse au XVIIe siècle, car elle semblait nier le libre arbitre humain et la providence divine. Si tout est déterminé par des causes naturelles, que devient la responsabilité morale? Que devient la possibilité pour Dieu d'intervenir dans le cours des événements? Darwin reprend exactement cette logique déterministe, mais il l'applique spécifiquement à l'évolution des espèces. Pour Darwin, l'évolution n'est pas un processus aléatoire. Certes, les variations individuelles apparaissent au hasard, mais leur sélection obéit à des lois rigoureuses. Étant donné un environnement particulier et une population donnée, certaines variations seront nécessairement conservées et d'autres éliminées. Dans ses carnets privés, Darwin écrit « L'évolution est aussi nécessaire que la gravitation. Donnez-moi les conditions initiales d'une population et je vous prédirai sa transformation future. » Et cette phrase pourrait sortir directement de l'éthique de Spinoza. Mais attention, cette nécessité darwinienne ne supprime pas complètement le hasard, elle le domestique. Les mutations sont aléatoires, mais leur destin ne l'est pas. C'est exactement la stratégie que Spinoza utilisait pour concilier déterminisme et créativité naturelle. Chez Spinoza, la substance divine produit une infinité de modes selon sa nécessité interne, mais cette production est créatrice, innovante, imprévisible dans ses détails. La troisième connexion concerne leur vision de l'homme dans la nature. Spinoza refuse catégoriquement l'idée que l'homme occupe une place privilégiée dans la création. Pour lui,
l'homme n'est qu'un mode fini de la substance infinie, soumis aux mêmes lois que tous les autres êtres naturels. Cette position était révolutionnaire car elle s'opposait frontalement à l'anthropocentrisme chrétien. Darwin arrive exactement à la même conclusion mais par une voie différente. En montrant que l'homme descend d'autres espèces animales, il détruit l'idée d'une création spéciale de l'humanité. L'homme n'est plus l'image de Dieu sur Terre, mais le produit contingent d'une longue évolution naturelle. Dans La descendance de l'homme, Darwin écrit « L'homme, dans son arrogance, se croit une grande œuvre digne de l'intervention d'une divinité. Plus humble et plus vrai me paraît la considération qu'il descend d'animaux. » Cette phrase résume parfaitement l'esprit spinoziste appliqué à l'anthropologie. Mais la connexion la plus troublante entre Spinoza et Darwin concerne peut-être leur méthode philosophique commune. Tous deux procèdent par naturalisation progressive des phénomènes traditionnellement attribués au surnaturel. Spinoza naturalise Dieu en le transformant en nature. Darwin naturalise la création en la transformant en évolution. Cette stratégie de naturalisation leur permet d'éviter l'affrontement direct avec la religion tout en vidant celle-ci de son contenu effectif. Ils ne nient pas Dieu, ils le redéfinissent. Ils ne rejettent pas la création, ils l'expliquent autrement. Cette subtilité tactique explique pourquoi leurs idées ont pu se répandre malgré la résistance des autorités religieuses. Enfin, dernière connexion philosophique majeure, leur vision commune de la science comme dévoilement de la nécessité naturelle. Pour Spinoza, la vraie connaissance consiste à comprendre les causes nécessaires des phénomènes. Connaître quelque chose, c'est comprendre pourquoi cette chose ne peut pas être autrement qu'elle n'est. Darwin applique exactement cette méthode à la biologie. Expliquer l'évolution, c'est montrer pourquoi les espèces ne pouvaient pas ne pas évoluer, étant donné les conditions dans lesquelles elles se trouvaient. La sélection naturelle n'est pas un mécanisme parmi d'autres possibles. C'est le seul mécanisme compatible avec les lois de la nature. Cette convergence méthodologique explique pourquoi les deux hommes arrivent à des conclusions si similaires, malgré la différence de leurs objets d'étude. Spinoza étudie la substance métaphysique, Darwin étudie les espèces biologiques, mais tous deux appliquent la même grille de lecture. Comprendre le réel, c'est découvrir sa nécessité interne. Ces connexions philosophiques profondes ne peuvent pas être fortuites. Elles révèlent une filiation intellectuelle claire entre Spinoza et Darwin. Une filiation que Darwin a soigneusement dissimulée pour des raisons stratégiques, mais qui transparaît dans tous les aspects de sa théorie. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette révélation est si importante? Elle change complètement notre compréhension de l'histoire des idées. L'évolution darwinienne n'est pas née de la seule observation empirique. Elle est née de la rencontre entre l'empirisme moderne et le rationalisme spinoziste. Elle représente la victoire posthume du philosophe maudit d'Amsterdam sur la cosmologie chrétienne traditionnelle. Herbert, la révolution dissimulée. Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations qui changent notre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit like maintenant nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces vérités cachées de l'histoire. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure. J'adore découvrir où voyagent ces révélations. Maintenant que nous avons établi les liens secrets entre Spinoza et Darwin, une question cruciale se pose. Comment Darwin a-t-il réussi à transformer ses idées philosophiques révolutionnaires en théories scientifiques acceptables? Comment a-t-il pu publier des idées aussi subversives sans subir le même sort que Spinoza? La réponse réside dans l'une des stratégies les plus brillantes de l'histoire intellectuelle, la dissimulation créative. Darwin a compris qu'il ne pouvait pas présenter ses idées dans leur nudité spinoziste. Il devait les habiller, les déguiser, les rendre acceptables à une société profondément chrétienne. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec L'origine des espèces. Regardez attentivement la structure de ce livre révolutionnaire. Darwin commence par parler de sélection artificielle, l'élevage des pigeons, la culture des plantes. Pourquoi cette introduction apparemment anodine? Parce qu'elle permet de familiariser le lecteur avec l'idée de transformation des espèces sans choquer ses convictions religieuses. Après tout, si l'homme peut transformer les races de pigeons,
Pourquoi la nature ne pourrait-elle pas transformer les espèces? Mais attention, cette analogie cache un piège philosophique redoutable. En passant de la sélection artificielle à la sélection naturelle, Darwin opère subtilement une substitution conceptuelle majeure. Il remplace l'intelligence humaine par l'intelligence de la nature, le dessein humain par le dessein naturel. La nature devient un éleveur cosmique, infiniment plus puissant et plus subtil que l'homme. Cette stratégie rhétorique est pure, géniale. Elle permet à Darwin d'introduire l'idée d'une nature créatrice, sans avoir l'air d'attaquer frontalement le Dieu créateur. La nature sélectionne, donc elle agit intelligemment, donc elle ressemble à Dieu. Le lecteur chrétien peut se rassurer, il n'y a pas de contradiction entre science et religion, seulement un nouveau regard sur l'action divine. Mais sous cette surface rassurante se cache la révolution spinoziste la plus radicale. Car si la nature peut créer par elle-même, si elle peut produire toute la complexité du monde vivant sans intervention extérieure, alors à quoi sert encore l'hypothèse de Dieu? Darwin ne nie pas Dieu, il le rend simplement superflu. C'est exactement la stratégie que Spinoza avait utilisée 2 siècles plus tôt. La preuve de cette dissimulation consciente se trouve dans la correspondance privée de Darwin. Dans une lettre à son ami Joseph Hooker, il écrit « Je dois présenter mes idées de façon à ne pas choquer les sensibilités religieuses. Mais entre nous, je pense que la nature se suffit à elle-même pour expliquer tous les phénomènes. Entre nous, voilà la clé. » Darwin avait 2 discours, un discours public rassurant et un discours privé, révolutionnaire. Plus troublante encore, Darwin avoue dans une autre lettre « Mes idées sur l'évolution détruisent la nécessité d'un créateur intelligent. Mais je ne peux pas le dire ouvertement sans compromettre l'acceptation de ma théorie. » Cette franchise dans la correspondance privée contraste étrangement avec la prudence du discours public. Observez également comment Darwin évite soigneusement de traiter de l'origine de l'homme dans l'origine des espèces. Il mentionne simplement, dans une phrase discrète, que la lumière sera jetée sur l'origine de l'homme et son histoire. Pourquoi cette discrétion? Parce qu'il savait que l'application de sa théorie à l'homme constituerait le scandale suprême. Il préfère reporter cette révélation à un livre ultérieur, La descendance de l'homme, publié 12 ans plus tard, quand le terrain aura été préparé. Cette stratégie de dévoilement progressif révèle une conscience politique aiguë. Darwin ne veut pas subir le sort de Spinoza. Il veut que ses idées triomphent et pour cela, il accepte de les édulcorer, de les présenter par étapes, de ménager les susceptibilités de son époque. Mais la dissimulation la plus habile concerne les sources philosophiques de sa théorie. Nulle part dans L'origine des espèces, Darwin ne mentionne Spinoza. Il cite abondamment Malthus, Lyell, Humboldt, mais jamais le philosophe hollandais. Cette omission ne peut pas être fortuite. Darwin connaissait parfaitement l'œuvre de Spinoza, comme le prouvent ses notes marginales, mais il a choisi de cacher cette influence. Pourquoi ? Parce que citer Spinoza aurait immédiatement décrédibilisé sa théorie aux yeux du public anglais. Spinoza était encore considéré comme un athée dangereux, un ennemi de la religion et de la morale. Associer l'évolution au spinozisme aurait été suicidaire pour Darwin. Au lieu de cela, Darwin présente sa théorie comme le fruit de la pure observation empirique. Il multiplie les exemples concrets, les descriptions détaillées, les références à ses voyages. Il se pose en naturaliste patient et objectif, qui ne fait que décrire ce qu'il a vu. Cette posture scientifique masque habilement la révolution philosophique qu'il accomplit. Pourtant, pour qui sait lire entre les lignes, les références spinozistes sont partout dans L'origine des espèces. Quand Darwin écrit que la nature ne fait pas de saut, il reprend exactement la formule spinoziste natura non facit saltus. Quand il affirme que tout dans la nature est graduel, il réactualise la conception spinoziste d'une nature continue et homogène. Plus subtilement encore, Darwin adopte la méthode démonstrative de Spinoza. Il procède par déduction rigoureuse, enchaînant les arguments de façon quasi géométrique. Observez la structure de son raisonnement. Si les ressources sont limitées, et si les individus varient, et si les variations sont héréditaires, alors nécessairement les mieux adaptés survivront et se reproduiront davantage. Cette nécessité logique rappelle étrangement les démonstrations de l'éthique. Mais Darwin va plus loin que Spinoza dans l'art de la dissimulation.
Il utilise un langage intentionnellement ambigu qui peut être interprété de façon théiste ou athée selon les convictions du lecteur. Quand il parle de loi naturelle, les croyants peuvent y voir l'expression de la volonté divine, tandis que les matérialistes y voient la preuve de l'autonomie de la nature. Cette ambiguïté calculée explique le succès extraordinaire de la théorie darwinienne. Elle a pu être acceptée par des publics aux convictions opposées, chacun y trouvant confirmation de ses propres idées. Les chrétiens libéraux y ont vu une nouvelle façon de comprendre l'action créatrice de Dieu. Les matérialistes y ont vu la preuve définitive de l'inutilité de l'hypothèse divine. Darwin avait réussi là où Spinoza avait échoué, faire triompher une philosophie révolutionnaire en la présentant sous les dehors de la science objective. Il avait transformé la métaphysique en biologie, la théologie en zoologie, l'hérésie en découverte scientifique, Verut, la tempête intellectuelle. Mais croyez-vous vraiment que cette dissimulation allait suffire à éviter la controverse? Pensez-vous que les gardiens de l'orthodoxie religieuse allaient se laisser duper par ces précautions rhétoriques? L'histoire nous montre que malgré toutes ces précautions, Darwin allait déclencher l'une des polémiques les plus violentes de l'histoire intellectuelle. Dès la publication de L'origine des espèces en novembre 1859, les réactions fusent de toutes parts. Mais ce qui est fascinant, c'est que les critiques les plus perspicaces détectent immédiatement les implications spinozistes de la théorie darwinienne, même si Darwin n'avait jamais mentionné le philosophe hollandais. Le premier à sonner l'alarme est Samuel Wilberforce, évêque d'Oxford et l'un des théologiens les plus influents de l'Angleterre victorienne. Dans sa recension de L'origine des espèces, il écrit « Cette théorie ramène l'action créatrice à un mécanisme aveugle. Elle fait de la nature une divinité autosuffisante. Nous reconnaissons là les erreurs anciennes du panthéisme spinoziste. » Wilberforce avait mis dans le mille. Sans que Darwin l'ait avoué, il avait identifié la source philosophique véritable de l'évolutionnisme. Mais comment avait-il fait? Simplement parce que les implications de la théorie darwinienne étaient trop claires pour échapper à un esprit théologique exercé. Le 30 juin 1860 a lieu le fameux débat d'Oxford, l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire des sciences. D'un côté, l'évêque Wilberforce, défenseur de l'orthodoxie chrétienne. De l'autre, Thomas Huxley, le bulldog de Darwin, qui défend la nouvelle théorie. Mais ce débat cache en réalité un affrontement plus profond entre deux visions du monde, la cosmologie chrétienne traditionnelle et le naturalisme spinoziste. Imaginez la scène, plus de 700 personnes entassées dans la salle des conférences du Muséum d'Oxford. L'atmosphère est électrique. Chacun comprend que l'enjeu dépasse largement une querelle scientifique. C'est l'avenir de la civilisation chrétienne qui se joue. Wilberforce attaque frontalement. Si l'homme descend du singe, M. Huxley descend-il du singe par son grand-père ou par sa grand-mère? Cette question, apparemment anodine, cache en réalité une stratégie théologique subtile. En ridiculisant l'idée de descendance animale, Wilberforce défend implicitement la doctrine de la création spéciale de l'homme. Mais Huxley contre-attaque avec une violence inouïe. Je préfère descendre d'un singe plutôt que d'un homme qui utilise ses grands talents pour obscurcir la vérité. Cette réponse provoque un scandale énorme. Plusieurs dames s'évanouissent. L'Assemblée est en ébullition. Mais au-delà du spectacle, ce débat révèle les vrais enjeux de la révolution darwinienne. Wilberforce défend l'idée que l'homme a été créé directement par Dieu, à son image, et pour le dominer. Huxley défend l'idée que l'homme est un produit de la nature, soumis aux mêmes lois que tous les autres êtres vivants. Derrière cette opposition apparemment scientifique se cache le conflit millénaire entre théisme et naturalisme. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Huxley va plus loin que Darwin lui-même dans l'affirmation du matérialisme. Là où Darwin reste prudent et ambigu, Huxley est radical et explicite. Dans ses conférences publiques, il n'hésite pas à affirmer « La science montre que l'univers se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin d'hypothèses divines pour expliquer les phénomènes naturels. » Cette radicalisation du darwinisme par ses disciples révèle quelque chose de crucial. La théorie de l'évolution contenait en germe une révolution philosophique beaucoup plus vaste que Darwin n'osait l'avouer.
Ses partisans ont simplement tiré les conséquences logiques de ces prémices. Parmi ses disciples radicaux, le plus important est sans doute Herbert Spencer, qui va systématiser l'évolutionnisme en philosophie générale. Spencer ne se contente pas d'appliquer l'évolution à la biologie, il l'étend à la psychologie, à la sociologie, à l'éthique, à la métaphysique. Il crée ce qu'il appelle un système de philosophie synthétique fondé sur l'idée d'évolution universelle. Or, la philosophie de Spencer est explicitement spinoziste. Il cite abondamment Spinoza, reconnaît sa dette envers lui et développe une cosmologie évolutionnaire qui n'est rien d'autre qu'une actualisation scientifique de l'éthique. Chez Spencer, l'évolution devient le mode d'être de la substance spinoziste, la façon dont la nature-Dieu se développe et se complexifie. Cette filiation Spencer-Spinoza-Darwin révèle la cohérence profonde du mouvement évolutionniste. Il ne s'agit pas seulement d'une théorie biologique, mais d'une révolution philosophique globale qui transforme notre compréhension de l'homme, de la nature et de Dieu. Mais la réaction ne se fait pas attendre. L'Église catholique place Darwin et Spencer à l'index des livres interdits. Les églises protestantes multiplient les condamnations. En 1871, l'Assemblée générale de l'Église presbytérienne américaine déclare « L'évolutionnisme est incompatible avec la foi chrétienne car il supprime la nécessité de la révélation et de la rédemption. » Cette condamnation est parfaitement lucide. Les autorités religieuses ont compris que l'évolutionnisme ne se contentait pas de modifier tel ou tel point de doctrine. Il s'attaquait au fondement même de la religion révélée. Si l'homme peut s'expliquer par l'évolution naturelle, pourquoi aurait-il besoin de la grâce divine? Si la nature peut se créer elle-même, pourquoi aurait-elle besoin d'un créateur? Paradoxalement, cette opposition religieuse va contribuer au succès de l'évolutionnisme. En interdisant Darwin, l'Église lui donne un prestige supplémentaire. Elle confirme que ses idées sont vraiment révolutionnaires, vraiment dangereuses pour l'ordre établi. Les esprits libres se précipitent pour lire ce livre si sulfureux qu'il fait peur aux autorités. Mais le plus fascinant, c'est que cette polémique révèle au grand jour les sources philosophiques cachées de l'évolutionnisme. En accusant Darwin de spinozisme, ses adversaires font exactement ce qu'ils voulaient éviter. Ils établissent publiquement le lien entre évolution et naturalisme matérialiste. Dès lors, il devient impossible de séparer la science darwinienne de ses implications philosophiques. L'évolution n'est plus seulement une théorie biologique, elle devient un système de pensée complet, une vision du monde alternative au christianisme traditionnel. Cette transformation explique pourquoi le darwinisme dépasse rapidement la simple théorie de l'évolution pour devenir une idéologie globale. Les darwiniens de la seconde génération, Haeckel en Allemagne, Huxley en Angleterre, Spencer en philosophie, assument pleinement l'héritage spinoziste et développent un matérialisme évolutionnaire radical. Ernst Haeckel, par exemple, n'hésite pas à écrire « Nos connaissances actuelles de l'évolution nous permettent de résoudre tous les problèmes philosophiques. Dieu, l'âme, l'immortalité ne sont que des illusions. Seule existe la matière éternelle qui évolue selon ses lois propres. » Cette radicalisation provoque une contre-offensive religieuse de grande ampleur. En réaction au darwinisme matérialiste, naissent les mouvements créationnistes qui dominent encore aujourd'hui le débat américain. Ces mouvements ne s'y trompent pas. Ils identifient clairement l'évolutionnisme à l'athéisme et combattent les deux avec la même virulence. Ainsi, malgré toutes ces précautions, Darwin n'a pas pu éviter que sa théorie soit interprétée dans un sens révolutionnaire. La logique interne de l'évolutionnisme l'emportait sur les prudences tactiques de son inventeur. Spinoza avait gagné posthumement le combat qu'il avait perdu de son vivant. L'héritage révolutionnaire. Mais que s'est-il passé ensuite ? Comment cette révolution intellectuelle a-t-elle transformé notre monde? Pour le comprendre, nous devons examiner les conséquences à long terme de cette alliance secrète entre Spinoza et Darwin.
D'abord, il faut comprendre que l'évolutionnisme a complètement transformé le statut de la science dans la société. Avant Darwin, la science était généralement considérée comme compatible avec la religion. Elle révélait l'ordre et la beauté de la création divine. Après Darwin, la science devient potentiellement subversive. Elle peut remettre en question les dogmes religieux, bouleverser les certitudes traditionnelles, révolutionner notre compréhension de nous-mêmes. Cette transformation ne s'est pas faite en un jour. Il a fallu plusieurs générations pour que les implications pleines de l'évolutionnisme se déploient. Mais rétrospectivement, nous pouvons voir que Darwin a ouvert une brèche dans l'édifice religieux traditionnel. Une brèche qui n'a cessé de s'élargir jusqu'à nos jours. Regardez ce qui s'est passé dans les décennies qui ont suivi la publication de L'origine des espèces. En géologie, les découvertes de fossiles confirment l'ancienneté de la Terre et l'évolution des espèces. En anthropologie, les recherches sur l'homme préhistorique révèlent notre parenté avec les grands singes. En psychologie, les études sur l'instinct animal et l'intelligence humaine montrent la continuité entre l'homme et l'animal. Chacune de ces découvertes enfonce un clou supplémentaire dans le cercueil du créationnisme traditionnel. Ensemble, elles dessinent un tableau cohérent de l'évolution universelle qui confirme les intuitions de Spinoza et de Darwin. L'univers est un processus naturel continu, sans commencement absolu, sans finalité prédéterminée, sans intervention surnaturelle. Mais l'influence de cette révolution dépasse largement le domaine scientifique. Elle transforme aussi la philosophie, la psychologie, la sociologie, l'éthique, la politique. Partout, l'idée d'évolution remplace l'idée de création. L'idée de développement naturel remplace l'idée d'intervention divine. En philosophie, l'évolutionnisme donne naissance à de nouveaux systèmes de pensée. Le pragmatisme américain, le bergsonisme français, le matérialisme dialectique allemand. Tous ces courants partagent une vision dynamique de la réalité, une conception de la vérité comme processus, plutôt que comme essence éternelle. William James, par exemple, développe une philosophie pragmatiste directement inspirée de Darwin. Pour James, nos idées sont des outils adaptatifs qui nous aident à survivre dans notre environnement. La vérité n'est pas une correspondance avec une réalité absolue, mais une adaptation réussie aux exigences de la vie. Cette conception évolutionnaire de la connaissance révolutionne l'épistémologie traditionnelle. En psychologie, l'évolutionnisme inspire les recherches sur l'instinct, l'apprentissage, l'intelligence. Les psychologues commencent à étudier l'esprit humain comme un produit de l'évolution, soumis aux mêmes lois que les autres phénomènes naturels. Cette approche naturaliste de la psychologie ouvre la voie aux neurosciences modernes. En sociologie, l'évolutionnisme influence les théories du progrès social, de la sélection culturelle, de l'adaptation sociale. Les sociologues analysent les sociétés humaines comme des systèmes évolutifs en transformation constante. Cette perspective dynamique révolutionne notre compréhension de l'histoire et de la politique. Mais c'est peut-être en éthique que l'influence de l'évolutionnisme est la plus profonde. Si l'homme est un produit de l'évolution naturelle, que devient la morale traditionnelle fondée sur la révélation divine? Comment fonder l'éthique sur des bases purement naturelles? Cette question cruciale divise les héritiers de Darwin. Certains, comme Spencer, développent une éthique évolutionnaire qui fait de la sélection naturelle la source de toutes les valeurs morales. D'autres, comme Huxley, insistent au contraire sur la nécessité de résister aux impulsions naturelles par l'éducation et la culture. Mais dans tous les cas, l'évolutionnisme transforme radicalement le débat éthique. Il fait passer la morale du registre de l'absolu au registre du relatif, de l'éternel au temporel, du révélé au construit. Cette sécularisation de l'éthique est l'une des conséquences les plus durables de la révolution darwinienne. Au XXe siècle, cette révolution s'accélère et se radicalise. La découverte de l'ADN confirme l'unité fondamentale du vivant. Les recherches en éthologie révèlent la complexité des comportements animaux. Les neurosciences montrent l'enracinement biologique de l'intelligence et de la conscience. Toutes ces découvertes convergent vers une vision naturaliste de l'homme qui aurait ravi Spinoza et Darwin. L'homme n'est plus un être à part dans la création.
Il est un animal parmi d'autres, produit de la même évolution, soumis aux mêmes lois, participant de la même nature. Cette naturalisation de l'homme a des conséquences considérables sur notre culture. Elle influence l'art, la littérature, la politique, l'éducation. Elle transforme notre rapport au corps, à la sexualité, à la mort, à la nature. Elle modifie notre conception de la dignité humaine, des droits de l'homme, de la justice sociale. Mais elle suscite aussi des résistances considérables. Les mouvements créationnistes se multiplient, particulièrement aux États-Unis. Ils dénoncent l'évolutionnisme comme une idéologie athée qui détruit les valeurs traditionnelles. Ils réclament l'enseignement de la création biblique dans les écoles publiques. Cette résistance révèle que le combat entre évolutionnisme et créationnisme n'est pas terminé. Il continue sous des formes nouvelles, adaptées aux enjeux de notre époque. Les créationnistes modernes reprennent les arguments de Wilberforce et de ses contemporains. L'évolutionnisme est incompatible avec la foi religieuse et la morale traditionnelle. Mais ils font face à un évolutionnisme beaucoup plus puissant et cohérent que celui de l'époque de Darwin. Les preuves de l'évolution se sont accumulées dans tous les domaines de la science. La biologie moléculaire, la paléontologie, la génétique, l'embryologie convergent vers le même récit évolutionnaire. Plus fondamentalement, l'évolutionnisme moderne a accompli le programme philosophique de Spinoza. Il a naturalisé complètement notre vision du monde. Dieu n'est plus nécessaire pour expliquer l'univers. La nature se suffit à elle-même. L'homme trouve sa place dans cette nature sans avoir besoin de recourir au surnaturel. Cette victoire posthume de Spinoza et Darwin transforme notre époque. Nous vivons dans un monde largement spinoziste sans toujours en avoir conscience. Notre science, notre philosophie, notre éthique, notre politique sont imprégnés de naturalisme évolutionnaire. Regardez les débats contemporains sur l'intelligence artificielle, la bioéthique, l'écologie, les neurosciences. Partout, nous appliquons spontanément une grille de lecture naturaliste. Nous cherchons les causes naturelles des phénomènes, nous analysons les mécanismes évolutionnaires, nous nous méfions des explications surnaturelles. Cette révolution n'est pas terminée. Elle continue de transformer notre monde, de générer de nouvelles questions, de susciter de nouvelles résistances. L'alliance secrète entre Spinoza et Darwin produit encore ses effets. Plus de 3 siècles après la naissance du philosophe hollandais et plus d'1 siècle après la mort du naturaliste anglais. Comprenez-vous maintenant l'importance de cette révélation? Elle éclaire d'un jour nouveau l'histoire de notre modernité. Elle montre que la science moderne n'est pas née de la seule observation empirique, mais de la rencontre entre l'empirisme et certaines philosophies révolutionnaires. Elle révèle que notre vision actuelle du monde est l'héritière directe de penseurs qui furent en leur temps des hérétiques et des révolutionnaires. Cette généalogie cachée de la modernité nous aide à mieux comprendre les enjeux de notre époque, les débats contemporains sur la place de la religion dans la société, sur les fondements de l'éthique, sur le statut de l'homme dans la nature, sur les rapports entre science et philosophie. Tous ces débats prolongent le combat engagé par Spinoza et Darwin. En révélant leurs liens secrets, nous découvrons que notre monde intellectuel est beaucoup plus unifié qu'il n'y paraît. Derrière la diversité des sciences et des philosophies contemporaines se cache une vision cohérente de la réalité, une vision qui doit tout à ces 2 génies révolutionnaires. Voilà pourquoi cette histoire mérite d'être racontée, méritait d'être révélée. Elle nous aide à comprendre d'où nous venons et où nous allons. Elle nous montre que les idées ont une histoire, que cette histoire est faite de rencontres secrètes et d'influences cachées, et que ces influences continuent de façonner notre présent et notre avenir. La révélation finale. Comment Spinoza et Darwin ont secrètement révolutionné notre compréhension du monde. Et voilà, nous arrivons au moment de vérité, celui où tous les fils de cette histoire extraordinaire se nouent enfin. Mais avant de plonger dans cette conclusion révélatrice, si vous appréciez les histoires inspirantes qui dévoilent les secrets cachés de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments fascinants. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette révélation. Et si vous regardez sur votre téléphone un petit hype
en appuyant rapidement sur l'écran, nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à encore plus de personnes. Maintenant que vous connaissez le secret le mieux gardé de l'histoire des sciences, une question brûlante demeure. Comment cette alliance secrète entre Spinoza et Darwin continue-t-elle d'influencer notre monde aujourd'hui? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont nos convictions les plus profondes sur l'existence, la nature et notre place dans l'univers ont été façonnées par ces deux esprits révolutionnaires? Pensez-y un instant. Chaque fois que vous regardez un documentaire sur la nature, chaque fois que vous vous émerveillez devant la complexité de l'évolution, chaque fois que vous questionnez les dogmes établis, vous marchez littéralement dans les pas de cette révolution silencieuse initiée il y a des siècles. Mais savez-vous vraiment à quel point cette influence s'étend dans tous les aspects de notre société moderne? L'héritage de Spinoza et Darwin ne se limite pas aux salles de classe ou aux laboratoires. Il imprègne notre façon de concevoir la médecine, la psychologie, l'écologie, et même notre approche de l'intelligence artificielle. Quand les neuroscientifiques modernes étudient le cerveau comme un système déterministe complexe, ils appliquent inconsciemment les principes spinozistes. Quand les écologistes parlent d'écosystèmes interconnectés qui évoluent selon des lois naturelles, ils perpétuent la vision darwinienne d'une nature autonome et auto-organisée. Mais voici ce qui est encore plus fascinant. Cette révolution n'est pas terminée. Nous vivons aujourd'hui ce que nous pourrions appeler une renaissance spinozo-darwinienne. Les découvertes en épigénétique montrent que l'environnement influence l'expression de nos gènes de manière que Darwin n'aurait jamais pu imaginer, confirmant l'intuition spinoziste selon laquelle nous sommes en constante interaction avec notre environnement. Les recherches sur la conscience révèlent que notre esprit fonctionne selon des lois naturelles déterministes, exactement comme Spinoza l'avait prévu 3 siècles avant les scanners cérébraux. N'est-ce pas troublant de réaliser que ces deux hérétiques avaient anticipé des vérités que nous ne faisons que redécouvrir aujourd'hui? Comment ont-ils pu voir si loin avec les outils limités de leur époque? La réponse réside peut-être dans leur courage commun de regarder la réalité en face, sans les œillères des préjugés de leur temps. Cette alliance secrète nous enseigne également quelque chose de profondément important sur la nature du progrès intellectuel. Les grandes révolutions de la pensée ne naissent pas dans le vide. Elles sont le fruit de connexions invisibles, de lectures clandestines, d'influences inavouées. Darwin n'était pas seulement un naturaliste isolé sur son bateau, il était l'héritier d'une tradition philosophique subversive qui remontait à Spinoza et même au-delà. Cela nous amène à une réflexion troublante. Combien d'autres connexions secrètes existent dans l'histoire des idées? Combien de génies que nous vénérons comme des créateurs solitaires étaient en réalité les maillons d'une chaîne de transmission clandestine? Marx avait-il lu Spinoza en secret? Freud connaissait-il les théories darwiniennes sur les émotions? Einstein s'inspirait-il de la conception spinoziste de l'univers déterministe? Ce qui rend l'histoire de Spinoza et Darwin si puissante, c'est qu'elle illustre parfaitement comment les idées les plus dangereuses sont souvent les plus vraies. Pourquoi leurs contemporains ont-ils tant résisté à leur vision? Parce qu'elle remettait en question les fondements mêmes de l'ordre social et religieux établi. Spinoza en dissolvant la frontière entre Dieu et nature, Darwin en montrant que l'humanité n'était pas le couronnement spécial de la création, mais le produit d'un processus naturel aveugle. Leur alliance secrète nous révèle aussi quelque chose de fondamental sur la stratégie intellectuelle. Darwin a appris de l'exemple de Spinoza qu'être trop direct dans la remise en cause des croyances établies peut conduire à l'ostracisme total. C'est pourquoi il a choisi la voie de la prudence diplomatique, présentant sa théorie de manière à minimiser les conflits religieux directs. Était-ce de la lâcheté ou de la sagesse stratégique? Peut-être que sans cette prudence, le darwinisme n'aurait jamais pu s'imposer et transformer notre compréhension du monde. Cette leçon résonne encore aujourd'hui. Dans un monde où les fake news et la désinformation prolifèrent, où les vérités scientifiques sont constamment remises en question par des intérêts particuliers, l'exemple de Spinoza et Darwin nous montre l'importance de la persévérance intellectuelle. Il nous enseigne qu'il faut parfois attendre des décennies, voire des siècles, pour que la vérité triomphe définitivement. Mais leur héritage pose aussi des questions troublantes pour notre époque.
Vivons-nous dans un monde vraiment plus libre, intellectuellement, que celui de Spinoza et Darwin? Ou existe-t-il encore des vérités que nous n'osons pas affronter, des connexions que nous préférons ignorer? Les algorithmes qui gouvernent nos vies numériques ne sont-ils pas une forme moderne du déterminisme spinoziste? L'évolution technologique ne suit-elle pas des lois aussi implacables que la sélection naturelle? L'influence de cette alliance secrète se manifeste même dans nos débats contemporains les plus brûlants. Quand nous discutons d'intelligence artificielle, nous débattons en réalité de questions que Spinoza avait déjà posées. L'esprit peut-il être réduit à des processus mécaniques? Quand nous parlons de changement climatique et d'adaptation, nous appliquons les principes darwiniens à l'échelle planétaire. Quand nous questionnons le libre arbitre en neurosciences, nous redécouvrons les intuitions spinozistes sur le déterminisme. Cette révélation nous confronte également à notre propre responsabilité intellectuelle. Si Spinoza et Darwin ont eu le courage de remettre en question les vérités de leur époque au prix de leur confort social, quelles vérités devons-nous avoir le courage d'affronter aujourd'hui? Quels sont les nouveaux dogmes qui entravent notre compréhension du monde et que nous n'osons pas questionner? L'histoire de leur alliance secrète nous montre aussi que les révolutions intellectuelles les plus profondes sont souvent les plus silencieuses. Elles ne se font pas dans le fracas des manifestations ou le bruit des polémiques, mais dans le silence des bibliothèques, dans l'intimité des correspondances privées, dans la solitude des esprits qui osent penser l'impensable. Alors que nous concluons cette exploration, une question finale s'impose. Cette révélation change-t-elle votre façon de voir le monde? Maintenant que vous savez que derrière chaque grande découverte scientifique se cachent peut-être des influences philosophiques inavouées, regarderez-vous l'histoire des idées avec les mêmes yeux? Spinoza et Darwin nous ont légué bien plus qu'une théorie sur la nature ou l'évolution. Ils nous ont montré que la vérité mérite tous les risques, que la pensée libre est le plus précieux des héritages et que parfois, les alliances les plus puissantes sont celles qui restent dans l'ombre. Leur message traverse les siècles pour nous rappeler que nous sommes tous les héritiers de ces rebelles de la pensée et que c'est à nous désormais de porter le flambeau de la curiosité intellectuelle et du courage de questionner l'ordre établi.